Sur une ancienne carte postale, un curieux petit bâtiment apparaît au nord du village de Langeville. Une gare, située sur la rue de la Plaine, dans l'axe de la rue Alexandre Herbert. Cette gare faisait partie des tramways de Vendée, un réseau qui reliait de nombreux petits villages. Les tramways de la Vendée proposaient un réseau de chemins de fer secondaires local et ont joué un rôle important dans le développement du commerce et du tourisme de Langeville et des communes environnantes jusqu'à leur fermeture en 1949, concurrencée par l'automobile. Mais les anciens nous parlent encore, avec nostalgie, du petit train de Langeville. Une gare ? Vraiment ? Les jeunes générations auraient du mal à concevoir le quotidien de ces anciennes gares et les horaires des petits trains. Le train numéro 3604, à destination de Longeville-sur-Mer, entrera en gare à 18h40, voie 1. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le petit train en direction de Langeville traversait la campagne et les villages à toute allure, à une vitesse folle de 25 km/h. Bon, en fait, le petit train n'allait pas bien vite. Des Sables-d'Olonne à Langeville, il fallait compter 1 heure. De Talmont, il fallait prévoir une demi-heure. Mais quel était son parcours en arrivant à Langeville ? Certains habitants de Langeville seraient certainement étonnés de découvrir que leur maison se trouve aujourd'hui sur l'ancien tracé ferroviaire et que le petit train passait autrefois par leur jardin, voire leur salon. Pour mieux comprendre l'histoire des chemins de fer qui a conduit à l'implantation d'une ligne et d'une gare à Langeville, revenons en arrière. En 1790, la préfecture de la Vendée, ancien Bas-Poitou, était Fontenay-le-Comte. En 1804, Napoléon Ier, jugeant Fontenay trop excentré et souhaitant pacifier la Vendée, transfère la préfecture de Fontenay dans un petit bourg de 500 habitants appelé La Roche-sur-Yon. Celui-ci prend alors le nom de Napoléon. Mais en France, les régimes se suivent. Restauration, monarchie, république et Second Empire. La ville changea 8 fois de nom en 70 ans. Un cas inédit en Europe. La Roche-sur-Yon avant 1804, Napoléon de 1804 à 1814, La Roche-sur-Yon durant une quinzaine de jours en 1814, Bourbon-Vendée d'avril 1814 à 1815, Napoléon d'avril 1815 à juin 1815, Bourbon-Vendée de juin 1815 à 1848, Napoléon de 1848 à 1852, Napoléon-Vendée de 1852 à 1870 et enfin La Roche-sur-Yon depuis 1870. En 1856, sous Napoléon III, la Vendée est un des 8 départements français sans chemin de fer. La première étape était de relier Napoléon à Nantes. La gare de Nantes, ex-gare de Nantes-Orléans, est la principale gare ferroviaire de voyageurs de l'agglomération nantaise. La ligne Angers-Nantes a été mise en service le 21 août 1851. Initialement appelée Gare de Nantes Prairie des Mauves, elle fut renommée Gare d'Orléans en 1887.
Si Napoléon Ier a créé l'actuelle préfecture, Napoléon III est à l'origine de la création de la ligne. La ville s'appelle à ce moment Napoléon-Vendée et compte près de 6800 habitants. La première ligne ouverte relie Nantes à Napoléon-Vendée en décembre 1866 grâce à la Compagnie d'Orléans. Ce nom est encore visible sur le fronton de la gare, marquant une période où le développement du train commence à désenclaver la Vendée. Le même jour, toujours en décembre 1866, le tronçon Napoléon-Les Sables était ouvert par une compagnie concurrente, la Compagnie de la Vendée. Le train allait définitivement transformer l'histoire de la ville en transportant les produits de la mer vers les grandes villes. Il faut rappeler l'importance de ce chemin de fer. Auparavant, peu de moyens de transport existaient. Il fallait pas moins de 2 jours pour rejoindre Nantes en voiture à cheval et 8 jours pour aller à Paris. Cette première ligne, ouverte le même jour, relie Nantes à Napoléon et Napoléon aux Sables par 2 compagnies concurrentes, la Compagnie d'Orléans et la Compagnie de la Vendée. L'arrivée du chemin de fer aux Sables d'Olonne permit l'essor de la station balnéaire en plaçant les bains de mer à 12 heures de Paris, puis à 10, 9 et finalement 7 heures. La une du journal Les Sables du dimanche 30 décembre 1866 relate la visite du ministre de l'Agriculture et des Travaux publics dans la cité sablaise, par un train spécial dont la locomotive était décorée aux armes de la ville des Sables d'Olonne. Avec le train, le département n'était plus isolé, mais Fontenay restait à l'écart, comme Luçon qui bénéficiait de son canal, lui permettant de maintenir une activité portuaire. Les lignes d'intérêt général étaient à la charge de l'État. Les voies ferrées et les infrastructures de ces lignes sont robustes, capables de supporter les poids importants et les vitesses élevées des grosses locomotives transportant des marchandises et des passagers sur de longues distances. L'écartement des rails est de 1,44 m. Les lignes d'intérêt local fonctionnaient différemment. Les petites locomotives des voies métriques se distinguaient par leur polyvalence et leur robustesse, étant parfaitement adaptées à de multiples utilisations dans des environnements souvent exigeants. L'écartement des rails, plus réduit, est de 1 m. On les appelle les voies métriques. Les locomotives à vapeur des grandes voies pouvaient atteindre des vitesses de 100 à 130 km/h, mais leur puissance variait beaucoup selon les modèles, la taille de la chaudière et la pression de vapeur. Les 230-045 assuraient les services Tours-Les Sables. La Pacifique bavaroise était souvent employée dans les plus longs parcours. Les petites locomotives des voies métriques se distinguaient par leur polyvalence et leur robustesse, étant parfaitement adaptées à de multiples utilisations dans des environnements souvent exigeants. Elles emportaient leurs réserves d'eau et de charbon, leur conférant une autonomie limitée. Leur petite taille permettait aussi de limiter les ouvrages d'art. Leur capacité à accepter des courbes très serrées et à suivre des voies sinueuses leur valut le surnom de tortillard. Les wagons voyageurs des voies métriques étaient généralement plus courts et plus étroits que ceux des voies à écartement standard, ce qui leur permettait de s'adapter aux voies plus étroites et aux courbes serrées. Leur capacité de charge était réduite, mais leur conception optimisait l'utilisation de l'espace disponible tout en respectant les contraintes de poids. Ils transportaient un nombre limité de passagers avec une capacité inférieure à celle des wagons des voies standards. Généralement plus simples, ils offraient un confort minimum mais raisonnable aux passagers avec des sièges souvent en bois ou en métal, parfois rembourrés. Les petits trains à voie métrique longeaient régulièrement de très près les habitations, générant des nuisances sonores, des vibrations et posaient de nombreux problèmes de sécurité. Les locomotives suivaient le tracé des routes et les traversaient fréquemment. Comparées aux voies standards, les voies métriques nécessitaient une infrastructure plus légère qui réduisait les coûts de construction et d'entretien.
En raison de leur parcours sinueux et de leurs nombreux arrêts, ils furent surnommés les tortillards. Ces voies métriques étaient conçues pour pouvoir négocier des courbes plus serrées que les voies standards. Cela permettait de suivre plus facilement le relief du terrain et de s'adapter aux espaces restreints. Les paysans attribuaient au sigle TV la définition de tueur de vaches. Le tortillard représentait un danger pour les ruminants qui pouvaient accidentellement divaguer sur la voie qui n'avait aucune protection ni barrière de sécurité. Seul un grand coup de sifflet actionné par le mécanicien retentissait en cas de danger, comme lors de la traversée d'un bovidé sur la voie. C'est en 1878 qu'apparurent les lignes d'intérêt local desservant les zones côtières et rurales. En 1902, la section Les Sables-d'Olonne, Champ-Saint-Père de 38 km fut mise en service. Talmont pouvait alors, en 1902, exporter ses produits agricoles et son sel. Cette première ligne desservait Talmont, Saint-Hilaire-la-Forêt, Avrier, Moutier-les-Mauffais, Saint-Vincent-le-Givre et Champ-Saint-Père. La gare de Champ-Saint-Père est plus ancienne et avait été mise en service en 1886. L'arrivée du chemin de fer aux Sables-d'Olonne en 1866 fut un événement majeur, enrichissant le port pour transporter le poisson de mer jusqu'à Tours en 6 heures et à Paris en 12 heures. Mais il a permis aussi l'essor de la station balnéaire en plaçant les bains de mer à 12 heures de Paris, puis à 10, 9 et finalement 7 heures. Les trains de plaisir étaient par exemple des convois spéciaux à tarif réduit pour les stations balnéaires qui ont circulé de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1930. De nombreuses publicités vantaient les plaisirs des stations balnéaires des Sables-d'Olonne. Cependant, Longeville, dépourvu de chemin de fer, restait en retrait, ne pouvant pas promouvoir son attractivité balnéaire. Une ligne Talmont-Luçon via Longeville fit donc l'objet d'une enquête publique en 1913. Longeville allait enfin être desservie par le chemin de fer. Mais des événements tragiques allaient retarder la création de la ligne pour des années. Comme de nombreuses communes, Longeville dut déplorer la perte de nombreux de ses enfants. Les travaux de la portion Talmont-Luçon via Longeville allaient attendre. Le chantier reprit timidement longtemps après les hostilités. L'ouverture des 46 km 900 reliant Talmont à Luçon eut lieu le 8 juin 1930, à la veille des grandes vacances de l'été. Relier la tranche n'était pas envisageable du fait de la présence des multiples marais. Pour atteindre Luçon et desservir le maximum de villages, le problème était déjà de contourner les marais salants et à poissons de Talmont, puis rejoindre la côte pour atteindre Jars, Saint-Vincent-sur-Jars et Longeville.
À la verticale de la commune de Longeville, la manière dont la ligne de chemin de fer a été tracée pour contourner les marais est clairement visible. La présence des marais de Longeville obligea de réaliser un contournement du village par le nord où la gare a été installée, facilitant également l'accès pour les habitants du Bernard. Une implantation de la gare au sud du village n'était de toute manière pas envisageable. Pour atteindre Luçon et contourner complètement les marais de Longeville, la ligne longeait l'ancienne côte qui délimitait jadis le golfe des Pictons. Il est important de noter qu'autrefois, Luçon était situé au bord de la mer. La vitesse commerciale n'excédant pas 25 km/h, il fallait compter plus de 3 heures entre Les Sables et Luçon pour effectuer les 60 km. 2 trains journaliers assuraient un aller et retour de la ligne dans sa totalité. Les gares desservies étaient Les Sables d'Olonne, Talmont à 13 km 5, Jars à 20 km 6, Saint-Vincent-sur-Jars à 22 km 3, Longeville à 27 km 7, Angles à 35 km 5, Grue à 43 km 5, Saint-Denis-du-Perret à 43 km 6, Léroux à 51 km 7, Chanay à 54 km 5 et Luçon à 60 km 4. Pour les arrêts facultatifs tels que les Rabouillères, la Chaîne ou la Résinière, il était nécessaire d'avertir le chef du train ou le mécanicien avant de monter à bord. L'arrêt à Mauric, par exemple, était possible comme le montre cette carte postale. Le service régulier des autobus et l'arrivée du chemin de fer à Longeville, grâce à 2 lignes quotidiennes, ont facilité le transport de denrées telles que viande, poissons et céréales, stimulant le développement de la station balnéaire. En 1935, le transport de voyageurs entre les Sables d'Olonne et Champ-Saint-Père fut abandonné. Le déficit croissant des petites lignes a conduit au remplacement des trains de passagers par des autobus. Le réseau secondaire commençait à péricliter. En 1939, pour réduire les coûts, les tramways de Vendée se tournèrent vers les autorails pour les trajets quotidiens. Ces autorails étaient souvent appelés à tort Micheline, bien que ce terme désigne en réalité des véhicules équipés de pneus spéciaux développés par la société Michelin dans les années 30. À peine créé, Longeville risquait déjà de perdre son chemin de fer, mais heureusement, contrairement au premier réseau, son exploitation était équilibrée d'un point de vue financier. Mais un nouvel événement tragique allait maintenir tous ces réseaux secondaires ou les rétablir. Die große Zeit ist jetzt angebrochen.
Le train allait servir au transport divers que l'occupant allemand organisait pour son propre compte. Le deuxième réseau à voie métrique Talmont-Luçon par Longeville allait être utilisé à des fins purement stratégiques. À Longeville-Plage, plusieurs blocos standardisés furent réalisés. 2 Tobruk, 2 Regelbo 667, un encuvement pour un canon de 50 WK et un abri passif pour entreposer les munitions. Il fallait également des quantités importantes de béton pour construire les blocos et les milliers de tétraèdres qui allaient jalonner toutes les plages susceptibles d'accueillir un débarquement allié. L'un des blocos les plus répandus sur le mur de l'Atlantique était le Tobruk. Pour la construction d'un Tobruk standard, notre petit train devait amener environ 25 à 30 mètres cubes de béton. Rapide à construire, peu coûteux en matériaux et facile à camoufler, Longeville en possède 2 sur les dunes. Ce petit bunker circulaire en béton armé était conçu pour accueillir un tireur et son servant, équipé d'une mitrailleuse. Sont également présents 2 Regelbo 667, l'un en hauteur dont la chambre de tir pointait vers la tranche, l'autre plus bas visait le bouille et la pointe Clémenceau. Les tétraèdres étaient utilisés principalement comme obstacle anti-débarquement avec au moins un point du tétraèdre toujours orienté vers le haut pour bloquer un char ou endommager un véhicule. De nombreux tétraèdres seront retrouvés sur la plage de Longeville après les tempêtes. Pour construire ces immenses blocos, il fallait des quantités phénoménales de béton. En 1942, la gare d'Angles reçut un convoi de 35 wagons chargés de matériaux destinés à la construction des blocos. Mais le plus important fut la construction à partir du 10 avril 1942 de l'immense station radar nommée Amway Bay sur 2 sites distants de 3 km entre Le Bernard, La Jonchère et Angles. La station était composée d'un immense radar mammouth dont la portée était de 200 à 300 km, de 2 radars Würzburg permettant d'affiner les données, d'une portée de 70 à 80 km pour guider l'artillerie de la Luftwaffe, d'un central téléphonique et de 2 groupes de combat. En 1942, Rommel est venu inspecter ce site hautement stratégique chargé de prévoir d'éventuels raids sur La Rochelle. 2 sites s'étiraient donc sur une distance d'environ 3 km et abritaient de nombreux blocos. Le SA 2136 sur la commune du Bernard et le SA 2138 sur la commune d'Angles. Le 158e corps de réserve allemand était responsable de la surveillance du trafic ferroviaire et de la zone côtière. En septembre 1943, le 3e bataillon des Frei Indians, des hindous passés à l'ennemi, est envoyé pour occuper le territoire et surveiller les plages. Ces compagnies supplémentaires hindous étaient réparties entre les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. La langue de commandement était l'anglais. La Légion Frei Indian était surtout chargée de la surveillance du mur de l'Atlantique et du territoire. La gare de Longeville connut donc une troupe d'occupation très diverse, comprenant notamment cette légion de soldats hindous. Le 6 juin 1944, les forces alliées lancèrent une vaste opération de débarquement en Normandie pour libérer l'Europe de l'occupation de l'Allemagne nazie. La guerre était finie. Après la Seconde Guerre mondiale et avec l'augmentation du nombre de véhicules automobiles, il fut décidé de supprimer les petits trains à voie métrique. Le petit train n'avait plus de raison d'exister.
l'arrêt total du trafic interviendra en décembre 1949. La plupart des lignes exploitées par la compagnie des tramways départementaux seront concédées à la société Les Autobus Vendéens. La vulgarisation des automobiles dans les années 40 a aussi profondément changé les modes de vie, la société et l'économie. Les déplacements étaient plus faciles entre Longeville et les villes voisines pour le travail, les courses et les loisirs. Fini la dépendance aux horaires des trains et des bus. Le 30 décembre 1949, la décision de fermer définitivement la gare fut prise, et celle-ci fut démolie quelques années plus tard. Aujourd'hui, les habitants de Longeville en ont oublié son existence et ne connaissent, au même endroit, que le bâtiment abritant la bibliothèque. Mais quel était le tracé de la voie ferrée qui contournait Longeville par le nord et qui a disparu en raison des nouvelles constructions depuis les années 50 ? Aujourd'hui, quels sont les quartiers concernés ? Après avoir suivi la départementale D21 en provenance de Saint-Vincent-sur-Jard, la ligne bifurque vers le nord pour rejoindre la rue de Bellevue, puis celle des Pierres Blanches. Elle traverse ensuite plusieurs hameaux, emprunte la rue du Bois-Joli, traverse la rue de Foch et longe la rue du Prieuré au nord et Jules Rimet au sud. Elle traverse ensuite la rue du Général de Gaulle et la rue des Platanes avant d'arriver à la gare, actuellement la bibliothèque. En partant de la gare, la ligne traverse le rond-point des chemins des Orties, emprunte la rue de la Plaine et le chemin du Grand Fief, traverse l'impasse du Moulin Rouge pour rejoindre la rue du Général de Lattre de Tassigny et se dirige enfin vers la ville d'Angles. Une vue rapprochée détaillée permet de mieux saisir le tracé précis de la ligne et les propriétés concernées par son parcours. Le 30 décembre 1949, la décision de fermer complètement la gare fut prise. En 1955, la gare de Longeville fut démolie pour faire place à la nouvelle mairie. Puis, en 1986, la mairie déménagea dans son bâtiment actuel et l'ancienne mairie fut alors transformée en bibliothèque municipale. Si Longeville a perdu sa gare, que sont devenues toutes les autres petites gares du réseau secondaire ? Les petites gares étaient toutes construites sur le même modèle. Pour le premier réseau, quelques gares sont intéressantes. La gare de Saint-Jean-de-Mont, après rénovation, est aujourd'hui utilisée comme office du tourisme. Une des plus intéressantes est très certainement la gare d'Olonne, qui a su garder son cachet d'autrefois. Les ouvertures, portes et fenêtres restent identiques aux anciennes gares. Cette petite gare
sert aujourd'hui de musée ouvert l'été. Les gares du second réseau sont plus récentes, puisque la ligne a été ouverte en 1930, mais celles-ci ont quand même près d'un siècle. Est-il possible de retrouver les gares de cette ligne, vestiges d'un passé effacé par le temps? Vous allez le découvrir. La gare de Talmont est construite sur les anciens modèles. Elle appartenait au premier réseau. Une bifurcation fut réalisée en 1930 pour relier le deuxième réseau. Aujourd'hui, elle sert de maison d'habitation. La gare de Jard est habitée. Discrète parmi les nombreuses maisons construites autour, il est difficile d'imaginer qu'une voie ferrée passait autrefois à travers les jardins. La gare de Saint-Vincent-sur-Jard est parfaitement identifiable de la route. Relativement isolée des constructions voisines, elle a été rénovée et abrite aujourd'hui la bibliothèque municipale. Ces toilettes, en forme de wagon à l'arrière du bâtiment, évoquent son passé ferroviaire. Le toit, légèrement arrondi des wagons voyageurs, a été parfaitement reproduit. La gare d'Angle est devenue une villa habitée et agrandie avec soin. Avec de nombreuses maisons alentour, elle est éloignée de la rue et passe inaperçue pour ceux qui ignorent son histoire. L'ancienne gare de Grue peut passer complètement inaperçue pour un observateur non aguerri. Entourée d'habitations voisines, sa toiture en ardoise a été remplacée par une toiture en tuiles, lui conférant un aspect inhabituel. La gare de Saint-Denis-du-Perret a également été transformée en maison d'habitation. Bien qu'éloignée du village et relativement isolée, elle reste reconnaissable. La gare de Léroux est plutôt en retrait et est située à une certaine distance du village. Elle a été habitée, mais est actuellement à l'abandon. L'ancienne gare de Chanay n'est pas intégrée dans une zone fortement urbanisée et bénéficie d'un terrain arboré autour d'elle qui la met en valeur. Elle a été entièrement rénovée et abrite aujourd'hui un local professionnel. Enfin, la gare de Luçon, en service depuis 1871, demeure toujours fonctionnelle. Autrefois, un embranchement partait de la gare pour rejoindre le port de la ville, mais il a été remplacé aujourd'hui par des boulevards. En plus de 70 ans, la commune de Longeville a bien changé. L'urbanisation et le remembrement l'ont complètement transformée et ont effacé les traces de l'ancienne ligne de chemin de fer. Mais en observant attentivement une vue aérienne des années 50, une surprise nous attend. La ligne de chemin de fer est toujours visible, comme l'ancienne gare. Et, à côté, une série de traits discontinus évoque sans ambiguïté notre petit train garé sur une voie pour son dernier voyage. Pour nos aînés, le train faisait partie de leur quotidien et de leur jeu.
Si les nouvelles générations en ont oublié l'existence, les anciens s'en souviennent encore avec nostalgie. Ils se rappellent du petit train ou de l'autorail qu'ils appelaient à tort la Micheline. Ces enfants ont grandi, mais dans leurs yeux, le petit train de leur enfance continue toujours de rouler sur une ligne invisible que seuls eux peuvent voir.